Quand un criminel russe se rendait aux États-Unis, on lui disait « Va voir Tarzan ». Miami était un territoire libre. Il jouait les gros bras pour la mafia russe. Il voulait gravir les échelons. Il était de plus en plus riche. Faux billets, trafic de drogue, prostitution. Le bar à striptease était au cœur d'affaires mêlant mafia russe et cartel de Cali. Les Colombiens avaient la drogue et les Russes avaient les armes. Tarzan était en relation avec Pablo Escobar. Feinberg lui a dit « Mes amis aimeraient acheter un sous-marin ». L'officier lui a répondu « Avec ou sans torpille ». Allait-il vraiment le faire? Pouvait-il le faire? Ou est-ce que c'était de l'esbrouf? Ça dépassait l'entendement. C'était digne d'un film. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Ludwig Feinberg, le Tarzan de la pègre. Janvier 1993. Un an après la dissolution de l'Union soviétique, le président américain George Bush père et son homologue russe Boris Eltsine signent le deuxième traité de réduction des armes stratégiques. Ce texte bannit l'usage de certaines armes de destruction massive. With this agreement, the nuclear nightmare recedes more and more for ourselves, for our children, and for our grandchildren. Mais cet accord n'entrera jamais en vigueur. We've had problems in the past, and we want a very clear, very precise, and very demanding verification. Quelques mois plus tard, une autre négociation est en cours à Moscou. Elle porte sur la vente d'armes high-tech héritées de la guerre froide. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, une grande confusion régnait en Russie. De nombreux responsables gouvernementaux ont profité de ce chaos. Ils sont devenus corrompus et ils se sont mis à vendre du matériel militaire. Il y avait un surplus d'armement, des missiles, des armes à feu qui étaient entre les mains de responsables militaires corruptibles. Un gangster qui a ses entrées dans les milieux criminels de l'Est et de l'Ouest va se montrer audacieux et tirer profit de ce chaos. Il a négocié l'achat d'hélicoptères qu'il devait revendre au cartel colombien de Pablo Escobar. Ce sont des Mi Mi-8, d'anciens appareils de l'armée soviétique. Prix à l'unité, un peu moins d'1 million de dollars. Le truand compte acheter 6 de ces hélicoptères d'attaque. La situation était simple. Les Colombiens avaient la drogue et les Russes avaient les armes. Ils avaient besoin les uns des autres. C'était une relation de symbiose. Mais l'intermédiaire de cette relation a un petit problème. Il n'avait pas prévenu la mafia de cette vente. La mafia russe regroupe plusieurs organisations criminelles basées à travers la Russie. Elle est connue pour l'ampleur de ses ramifications et sa violence. Ils font du trafic d'armes, du trafic de drogue, du trafic de femmes. Ils font même du trafic d'uranium enrichi. Il n'y a pas un domaine qui leur échappe. Le truand est sur le fil du rasoir. Feinberg s'est retrouvé dans une salle de conférence avec 2 armoires à glace. Un des 2 hommes a ouvert la fenêtre et lui a dit d'approcher. Il a vu des limousines noires, des SUV, avec des mafieux au volant. Il était terrifié. L'homme assis dans cette pièce, confronté à un destin incertain, s'appelle Leonid Ludwig Feinberg, plus connu sous le nom de Tarzan. On l'appelait Tarzan parce qu'il avait une longue chevelure, avec des mèches qui ondulaient, et qu'il était musclé. C'était un costaud. Il mesurait dans les 1,85 m. Il était gonflé aux stéroïdes. Un type intimidant. Ce gangster né en Ukraine a une personnalité hors du commun.
Elle va l'aider à se frayer un chemin entre deux des organisations criminelles les plus redoutées de la planète. Il était brillant. C'était un fonceur. Il savait s'y prendre avec les gens. Il avait du charisme. C'était un excellent intermédiaire. Il négociait comme personne. C'était son plus grand talent et c'est grâce à ça qu'il s'est lié au cartel colombien. Avant de vendre des hélicoptères à Pablo Escobar, Ludwig Feinberg était déjà en relation avec de nombreux criminels à travers le monde. Dans toutes les villes et dans tous les pays où il a vécu, il a trempé dans des activités criminelles. Ça allait de l'incendie de commerce à l'extorsion, en passant par la prostitution. Constamment en cavale et mouillé dans des affaires partout où il passe, le truand entrevoit de nouvelles perspectives sur le sol américain. Il croyait dur comme fer à une idée qu'il s'était forgée et selon laquelle les États-Unis étaient un terrain de jeu où rien ne pouvait lui arriver. Dès son arrivée dans le pays, il a été très actif. Dès que quelqu'un pouvait lui fournir de l'argent ou lui proposer des activités criminelles pour gagner de l'argent, il était partant. Il s'est installé à New York. Il y a noué des liens non seulement avec d'autres mafieux russes, mais aussi avec le crime organisé italo-américain. Quelques années plus tard, l'homme passe à la vitesse supérieure. Il s'établit dans le quartier général des cartels colombiens aux États-Unis. La drogue rapporte des fortunes. 70% de la cocaïne, du cannabis et des cachets de méthaqualone qui circulent dans le pays entrent par le sud de la Floride, où ils font l'objet de transactions. Quand il a déménagé à Miami dans les années 90, il n'était personne. Il n'avait pas de contact. Alors il a acheté des terrains et il a fait pousser du hashish. Ça a été le tremplin qui a lancé son empire. Il a ouvert une boîte baptisée Porky's. C'était une référence au film qui portait le même nom et qui parlait d'une maison close. Ce club va devenir le lieu de rencontre d'une certaine pègre. Porky's était un club de striptease à la fois légal et illégal dans la ville d'Hialeah. Dans le milieu, c'est ce qui s'appelle un strip club de niveau C. Ce n'était pas un club haut de gamme. Il était situé dans un quartier louche et il attirait des gens louches. Des Colombiens, des membres des réseaux organisés russes. Ils se retrouvaient tous là-bas. Ils ne venaient pas pour parler de sport ou du temps qu'ils faisaient. Ils venaient pour parler affaires et trouver des moyens de faire de l'argent ensemble. En moins d'une dizaine d'années, le petit truand de Brooklyn est devenu l'une des grandes figures du milieu de Miami. Qu'ils viennent de New York, de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, à chaque fois qu'un Russe prévoyait d'aller dans le sud de la Floride, on lui disait « Va voir Tarzan, c'est l'homme à connaître. Si tu veux de la drogue, il t'en trouvera. Si tu veux des filles, il t'arrangera ça. Si quelqu'un te doit de l'argent, il t'aidera à le récupérer. Il n'y a qu'à demander. » Il a diversifié ses affaires. Il donnait dans les faux billets, le trafic de drogue et la prostitution. Contrebande de cigarettes et d'alcool, prostitution de jeunes femmes venues de Russie. Pendant plusieurs années, tout ce qu'il touche se transforme en or. Il était de plus en plus riche et il a pris goût à son train de vie fastueux à Miami. Il pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait s'acheter les plus belles voitures, fréquenter les meilleurs restaurants, mais c'était une incarnation du mal. Il profitait de tout le monde. Sa voracité était sans limite. Quand les stripteaseuses récoltaient trop de pourboires, il prenait leur argent. Son avidité et son ambition vont lui attirer des ennuis. Pour lui, aucune affaire n'est trop grosse. Aucune occasion n'est trop risquée. Il pensait être le gangster russo-ukrainien le plus malin de tous les temps. Il a eu l'audace et le cran de ficeler la vente des hélicoptères aux Colombiens, mais en oubliant de verser une commission à la mafia. Or, quand vous omettez de payer ces gens-là alors que vous le devez, ils vous tuent.
Vous ne pouvez pas débarquer la fleur au fusil et juste parce que vous êtes Tarzan, acheter des hélicoptères. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait. Lorsque Ludwig Feinberg ressort de la salle où il était enfermé à Moscou, ses ravisseurs sont devenus ses nouveaux meilleurs amis. Les hélicoptères font de lui une légende, y compris au sein des autorités. J'ignore comment il a pu s'y prendre. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il se lance dans une nouvelle transaction, encore plus audacieuse que la vente d'hélicoptères d'attaque soviétiques. Ça dépassait l'entendement. C'était une super affaire à raconter en soirée. Un sous-marin rempli de 40 tonnes de cocaïne, c'est une histoire formidable. En 1966, avec 10 semaines passées en tête du box-office américain, le grand succès cinématographique de l'année est le Docteur Zhivago. Ce mélodrame situé dans la Russie pré-soviétique est adapté d'un roman de l'auteur russe Boris Pasternak. Pourtant, aucun acteur russe ne figure au générique, et la plupart des soviétiques ne peuvent ni lire le livre ni voir le film. Le manuscrit est sorti clandestinement du pays en 1957. Ludwig Feinberg a grandi dans ce monde-là. Il est né à Odessa, en République socialiste soviétique d'Ukraine, en 1958. Odessa avait la réputation d'être une ville de contrebandiers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était truffée de tunnels. Les parents de Ludwig Feinberg divorcent alors qu'il est encore tout jeune. Dès lors, il vit avec sa mère. Si on ne sait rien de son père, c'est en revanche un fait établi que son beau-père faisait du marché noir. Tout le monde faisait ça. C'était une question de survie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que les Américains jugent illégales, mais qui sont considérées comme totalement normales dans cette culture. Le système soviétique lui a appris à négocier, à conclure des affaires et à se faire des contacts. L'expérience que Ludwig Feinberg se forge en Ukraine et les amis qu'il s'y fait lui serviront toute sa vie. En Ukraine, il a trempé dans des activités criminelles dès l'adolescence. Il n'a connu que ça, lui-même vous le direz. Quand il avait environ 13 ans, sa mère a décidé de partir en Israël. L'Union soviétique se présentait comme une société où tous les travailleurs étaient égaux. Mais en réalité, elle était inégalitaire. Il y avait beaucoup d'antisémitisme. Dans les années 70, dans beaucoup de communautés juives, les gens se sont dit qu'il ferait mieux de partir en Israël. À l'époque, le pays connaissait un développement rapide. La vie y semblait meilleure. Ils vivent dans un kibbutz, une communauté agricole avec d'autres familles qu'ils connaissaient déjà en Ukraine. Ludwig Feinberg récolte alors un surnom. Adolescent, il était déjà bien bâti et il avait les cheveux longs. Il aimait grimper aux arbres et bondir vers le sol. Il faisait penser à un singe, alors les gens l'ont surnommé Tarzan. C'était lié à son apparence, à ses cheveux, à son comportement agité. Il n'était ni très raffiné ni très cultivé. Il a tenté d'entrer dans l'armée israélienne, mais il a raté l'examen. Il a prétendu être un boxeur soviétique juif et il est parti à Berlin-Ouest. Là, il s'est accoquiné avec le milieu local. À son arrivée à Berlin-Ouest, Ludwig Feinberg est seul. Il s'est lié à un mafieux très violent, Efim Laskin. Laskin était le chef de la mafia russe à Berlin. Il faisait de l'extorsion, du racket, du trafic de drogue. Laskin fournissait en armes la célèbre organisation subversive des Brigades Rouges. Les Brigades Rouges sont à l'origine d'une vague de terrorisme qui frappe l'Europe dans les années 70. Le groupe se fait notamment connaître par des kidnappings de personnalités. Ludwig Feinberg est soupçonné d'avoir monté une opération du même type quand il était à Berlin. Avec deux autres voyous, ils ont kidnappé un banquier. Et ils ont demandé une rançon. Mais le banquier a contacté un autre groupe mafieux et il y a eu un affrontement. Tarzan a eu beaucoup de chance. Il parvient à s'échapper, tandis que ses complices sont passés à tabac et abandonnés à demi-mort. À ce moment, Feinberg s'est dit qu'il n'avait plus rien à faire là. Il fuit Berlin et se trouve cette fois un nouveau chez lui à Brooklyn,
dans le quartier de Brighton Beach. Ce quartier est surnommé Little Odessa. On avait l'impression que tous les nouveaux immigrés russes venaient vivre là. C'est parce qu'ils y avaient des amis. Pour les premiers immigrés russes arrivés aux États-Unis, c'était difficile de monter des affaires, de trouver du boulot. Ils ne parlaient pas la langue. Mieux valait avoir de bons amis. Quelques Russes connaissent cependant la réussite sur le front de mer. Ils ont ouvert des restaurants. Beaucoup de Juifs russophones sont passés par Israël avant d'aller aux États-Unis. Et ils se sont installés dans ce coin qui ressemble à la mer Noire. Quand on oublie que les gens parlent anglais autour de soi, on pourrait se croire à Odessa. À l'arrivée de Ludwig Feinberg, les ressemblances avec Odessa ne se limitent plus à la plage. Tarzan est arrivé en 83-84. À l'époque, Brighton Beach était devenu une sorte d'enclave de la mafia russe. L'identité des chefs et les règles étaient établies de façon très claire. Ludwig Feinberg se liait ses gangsters en épousant la fille de l'un d'eux, Maria Reichel. Il a commencé en bas de l'échelle. Il collectait l'argent, il jouait les gros bras pour la mafia russe. Mais c'était des basses besognes. Il voulait gravir les échelons et être reconnu. Une occasion se présente lorsqu'il tombe sur un très vieil ami. Il vivait dans le même quartier que Gregory Roycis, qui dirigeait un important trafic d'héroïne. Gregory Roycis est originaire d'Ukraine. Les deux hommes ont grandi ensemble. Leur famille avait émigré en Israël et au kibbutz, ils étaient voisins. Roycis était un dur. On sait qu'il a tué au moins 2 personnes. Il l'a avoué. Il a commis son meurtre le plus horrible dans son pays d'origine. C'était pendant une bagarre. Roycis a expliqué que son adversaire venait de subir une opération de l'abdomen et que pendant qu'il se battait, il l'a violemment frappé au ventre et sa main est entrée dedans. Il a défait sa ceinture et il a tenté de maintenir les entrailles de l'autre homme en place. Il a appelé au secours, mais il est mort. Et Roycis a été condamné à plusieurs années de prison pour homicide. Après avoir soudoyé des fonctionnaires soviétiques, il sort et part pour Little Odessa. À Brighton Beach, Roycis faisait déjà partie de la mafia russe. Tarzan et lui se sont rapprochés. Ils dealaient, ils se battaient, ils faisaient du racket, des encaissements. Quand il le fallait, Tarzan aidait Roycis à incendier des bâtiments. Ils appelaient ça la foudre juive. Gregory Roycis dirige une entreprise de vente de mobilier qui sert de couverture à un trafic d'héroïne. Il brûle les commerces qui refusent leurs meubles. Une des raisons qui a fait la réussite du crime organisé russe en Occident, c'est que les forces de l'ordre occidentales ne comprenaient pas leur façon de penser. Les Russes ne faisaient pas confiance à la police. Ils ont grandi en Union soviétique et là-bas on ne pouvait pas s'y fier. C'est aussi simple que ça. Mais Ludwig Feinberg n'a pas l'intention de rester un gangster de bas étage. Il était très ambitieux. Il voulait prendre du galon, ne plus être un petit voyou. C'est ce qu'il a fait à Miami. C'était un jeune truand qui montait. Mais c'est quand il est venu à Miami en 1990 qu'il s'est vraiment imposé. « 26 décembre 1991. Après 69 ans d'existence, sous le poids de la guerre froide, l'Union soviétique s'effondre. Des millions de personnes recouvrent la liberté, mais cette liberté va entraîner des conséquences inattendues qui dureront des années. L'éclatement de l'Union soviétique a été un événement d'une immense ampleur, car les institutions étatiques se sont écroulées. Ils avaient un gros stock d'armes militaires. Il y avait beaucoup d'argent à gagner. Armes lourdes, navires, hélicoptères, armes à feu, uranium, platine. Après l'effondrement de l'Union soviétique, tout ça était à portée de main des anciens officiers militaires et du KGB. La corruption va au-delà des frontières de l'ex-URSS. L'onde de choc se fait ressentir dans le monde entier.
Quand l'Union soviétique a éclaté, beaucoup de gens ont vu le fait d'aller en Europe et aux États-Unis comme une formidable opportunité, pour des motifs légaux et illégaux. La mafia russe a mis au point un véritable projet d'implantation aux États-Unis. Elle pensait que c'était un pays propice à ses activités criminelles. Elle le voyait comme une terre facile à piller. Des membres du KGB avaient été en poste dans le monde entier. Ils avaient de l'expérience, des connaissances. Ils savaient à quel endroit se développait telle ou telle activité criminelle. Ils s'intéressent tout particulièrement à un point chaud. Les Russes savaient où ils pouvaient aller. Miami ouvrait de belles perspectives. La ville n'était pas contrôlée par une organisation criminelle en particulier. Des boîtes russes se sont ouvertes. Ils ont acheté beaucoup d'immobilier, beaucoup d'affaires. Ils avaient de l'argent. Il y avait tellement de membres de la mafia russe dans la région de Miami que, par exemple, North Miami Beach a été surnommée la Petite Moscou. Ludwig Feinberg entre alors en scène. Au début des années 90, il laisse sa femme et ses amis à Brighton Beach, alias Little Odessa, pour partir vers les plaisirs et le soleil de la Floride. Tarzan a vite compris qu'à Brighton Beach, il y avait deux sortes de Russes, les riches et les pauvres. Il avait aussi appris qu'il y avait à New York 5 familles italiennes très puissantes. Leur territoire était clairement établi, tandis que Miami n'appartenait à personne. C'était un territoire libre. Il a compris que maintenant que l'Union soviétique avait éclaté, beaucoup de truands russes allaient débarquer. Alors il a décidé de partir à Miami. Et puis il fait plus beau là-bas. Le style de vie de Miami lui correspond parfaitement. Il était frimeur, il aimait être sous les projecteurs. Feinberg était fait pour l'Amérique et Miami était un endroit parfait pour lui. Il a commencé petit. Il faisait du trafic de hashish avec des Jamaïcains. Il a monté une affaire dans un entrepôt du nord de Miami. C'était une entreprise de déménagement et un lieu de stockage. William Seidel était son propriétaire et il l'a pris sous son aile. Ils se sont dit qu'il y avait de l'argent à se faire dans les clubs de striptease parce que ça permettait de blanchir de l'argent. En 1991, les deux hommes ouvrent le Porky's, nommé ainsi en référence au film culte sorti dans les années 80. Un établissement dans la banlieue de Miami. C'était un endroit où des membres de la pègre venaient à la fois voir le spectacle et négocier. À partir du moment où il y a eu Seidel et le Porky's, il a changé de statut. Il montait. Quand les parrains venaient, il les recevait au Porky's. Il leur offrait des tonnes de cigarettes, de la vodka à volonté et de la compagnie féminine pendant tout leur séjour. Les autorités se doutaient qu'il y avait de la prostitution au Porky's. Mais on disait qu'il y avait ce type de service complet dans tous les clubs. On pouvait baiser et boire un verre au même endroit. Grâce au Porky's, Ludwig Feinberg entre en contact avec le haut du panier de la pègre russe. À la même époque, il fait une autre rencontre qui va changer sa vie. Il avait un petit bateau de pêche et un certain Juan Almeida, un Cubain impliqué dans toutes sortes d'activités criminelles, possédait un petit chantier naval. Ils se sont mis à discuter et il est apparu que Juan Almeida avait des contacts en Colombie. Almeida était un trafiquant de drogue qu'on connaissait depuis les années 80. Il était en relation avec Pablo Escobar, le célèbre trafiquant. C'est grâce à sa relation avec Almeida que Feinberg a pu nouer des contacts avec les cartels colombiens. Pablo Escobar est le pilier du fameux cartel de Medellín. Dans les années 70 et 80, il exporte de la cocaïne en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe. Au début des années 90, il cherche à agrandir son marché.
Les trafiquants colombiens cherchaient un nouveau marché parce qu'il devenait de plus en plus difficile de faire passer de la drogue aux États-Unis. Et établir des marchés en Russie, en Ukraine ou dans d'autres républiques ouvrait des perspectives très prometteuses. Les cartels colombiens avaient besoin de gens capables d'acheter leur drogue et de la distribuer. Et les Russes avaient certaines choses dont les Colombiens et d'autres organisations criminelles avaient besoin. Du matériel militaire, des armes. C'était un échange. Le Porky's et Ludwig Feinberg sont au cœur de ce nouveau business. Il avait beaucoup d'influence, parce que les Russes savaient qu'il était en contact avec les trafiquants de drogue colombiens, et parce que les Colombiens savaient qu'il était en contact avec la mafia russo-américaine, dont les ramifications allaient jusqu'en Russie. Les Colombiens voulaient se procurer du matériel militaire, et Feinberg, par ses relations, pouvait le leur fournir. Les Russes étaient impressionnés par les volumes d'argent que les Colombiens brassaient, par les volumes de drogue qu'ils exportaient. Tarzan y a vu une occasion d'être reconnu par les pontes de la mafia russe. Il se met à négocier lui-même des deals de drogue. Quand il a rencontré Almeida, il s'est mêlé de plus près aux affaires des Colombiens. À son apogée, il expédiait environ 100 kilos par mois en Russie, généralement dans des caisses de crevettes surgelées. Il montait des deals, et par le biais de ces deals, il a fait la connaissance d'un certain Anzor Kikalishvili. Anzor était connu dans la communauté russe comme l'un des boss les plus puissants, les plus célèbres et les plus impitoyables. Il avait des contacts dans l'armée russe. Grâce au surplus d'équipements militaires à vendre en Russie, Ludwig Feinberg négocie le contrat de sa vie. 6 hélicoptères soviétiques 1000 Mi-8 à moins d'1 million de dollars l'unité. Tarzan et Almeida voulaient revendre ces appareils à Escobar. Voilà comment l'Ukrainien se retrouve dans une pièce remplie de gangsters de l'ex-Union soviétique. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Tarzan n'avait pas demandé à la mafia de Russie la permission d'acheter ces hélicoptères. Il fallait rétropédaler. Il a cogité et il leur a dit « Ce n'est pas vraiment pour moi, c'est pour un Sud-Américain. Vous le connaissez, c'est Escobar, le plus grand trafiquant de drogue de tous les temps. » Les Russes étaient intrigués parce qu'ils respectaient Escobar. Il avait du prestige. Il a appelé Juan Almeida et lui a dit de se faire passer pour Pablo Escobar. Apparemment, les Russes ne savaient pas à quoi ressemblait vraiment Escobar. Vous aviez Ludwig Feinberg, patron de boîte à Miami, et Juan Almeida, patron de chantier naval, en train de jouer dans la cour des grands. La mafia russe connaît le nom d'Escobar et sa réputation, mais guère plus. Almeida arrive le lendemain. Un cortège de voitures digne d'un président l'attend. Almeida est allé en Russie et a arrangé le coup. Je ne sais pas comment il a fait, mais ça les a tirés d'affaire. Le cartel de Medellín aura ses 6 hélicoptères. La transaction a fini par se faire. Ils ont réussi à acheter les hélicos, à les apporter à Escobar, et Tarzan a sauvé sa peau. Cette aventure a donné confiance aux trafiquants, qui envisagent maintenant une transaction encore plus énorme. Tarzan a appelé un de ses contacts et lui a dit « Ça va peut-être te sembler idiot, mais on me demande si je pourrais acheter un sous-marin militaire pour des gens en Colombie. » À l'autre bout du fil, le gars lui répond « Tu le veux avec ou sans missile ?» C'était digne d'un film. On ne voit pas ce genre d'affaires tous les jours. Décembre 1993. Le narcotrafiquant le plus connu du monde, Pablo Escobar, est abattu par les forces gouvernementales à Medellín, en Colombie. Vague de soulagement en Colombie. Le plus célèbre parrain de la drogue, Pablo Escobar, a été tué. Dans le sud de la Floride, ce décès n'est pas un soulagement pour tout le monde. Quelqu'un vient de perdre un client.
Les hélicoptères vendus par Tarzan aux Colombiens servaient à effectuer diverses tâches liées à leurs activités criminelles. Escobar voulait des hélicoptères pour transporter de la drogue à l'intérieur de la Colombie. Il voulait avoir des appareils plus performants que ceux de la police et de l'armée colombienne. Ils ont été très utiles au cartel de Medellín et aussi à d'autres barons de la drogue. Les hélicoptères soviétiques n'ont pas suffi à sauver Pablo Escobar. Mais la mort de ce dernier n'empêche pas Ludwig Feinberg de réaliser son plus gros coup. Dans les cartels colombiens, il y a toujours une tête qui repousse. Les hommes qui ont pris du galon au sein de l'organisation de Medellín souhaitent conclure l'affaire. Ils cherchaient de nouvelles façons de transporter la drogue depuis la Colombie jusqu'aux États-Unis. Et pour la première fois, ils se sont intéressés aux sous-marins. Ces engins peuvent passer plusieurs jours sous l'eau sans se faire détecter. Ils échappaient à nos radars. Feinberg leur a dit qu'il pouvait leur avoir un sous-marin. En matière de trafic de drogue, Tarzan se voyait comme un lanceur de mode. Au milieu des années 90, il se rend à la base navale de Kronstadt en compagnie d'un fugitif cubano-américain, Nelson Yester. Le FBI avait émis un mandat d'arrêt contre lui. C'était un trafiquant de drogue et il se cachait en Amérique du Sud. Ils ont rencontré le vice-amiral d'escadre et Feinberg lui a dit « Mes amis aimeraient acheter un sous-marin ». L'officier lui a répondu « Avec ou sans torpille ». Il tombe d'accord sur un sous-marin d'attaque de 27 mètres de la classe Foxtrot. Il pourra transporter jusqu'à 40 tonnes de cocaïne. Ludwig Feinberg le négocie à 5 700 000 $ et engrange au passage 1 million de bénéfices. À l'époque de cette négociation, une équipe fédérale s'intéresse aux trafiquants et à ses amis du Porky's depuis des années déjà. On l'appelait l'opération Odessa. Les agents disent que le bar à striptease était au cœur d'affaires mêlant mafia russe et cartel de Cali, prostitution et trafic de drogue. C'était une coopération de la DEA, du FBI, des gardes-côtes et des polices de la ville de Miami Beach et du comté de Miami-Dade. On s'est rassemblés et j'ai cherché des indices et introduit des agents sous couverture dans l'organisation. Le premier indice qu'il cible est le plus vieil ami de Ludwig Feinberg, Yossif Roysis, alias Grégory. À l'époque, il a un nouveau surnom, le cannibale. Il avait été arrêté à plusieurs reprises à New York pour divers crimes et délits. Un jour qu'il avait les mains menottées dans le dos et qu'il se battait contre 3 policiers, il a sauté sur un sergent et lui a arraché le bout du nez avec les dents. À partir de ce jour-là, on l'a surnommé le cannibale. Quand il se met à travailler pour le gouvernement, il n'a plus de dents. Il avait été arrêté en Bulgarie suite à un mandat d'Interpol. Quand les policiers l'ont appréhendé, ils lui ont fait sauter toutes les dents à coups de pied, ils l'ont jeté en prison et lui ont dit que s'il voulait manger, il faudrait que quelqu'un lui apporte de la nourriture. On a envoyé un agent pour lui parler et Grégory lui a dit qu'il était prêt à tout pour sortir de ce trou. Quelques mois plus tard, il a retrouvé son sourire et refait des affaires avec son ami. Tarzan dirigeait un restaurant, le Babouchka. C'était un super restaurant au nord de la ville. Une des meilleures cuisines russes que j'ai goûtées. Tarzan avait dit à Grégory qu'avec 72 000 $, il pourrait devenir son associé dans l'affaire du Babouchka. On lui a donné la somme et il a signé. Ça se passe en octobre 1994. Grégory est équipé d'un micro, tout comme le restaurant. Dans un coin, il y avait une table où les mafieux new-yorkais avaient pour habitude de s'installer. Quand quelqu'un parlait affaires avec Tarzan, ça se passait là, et on avait donc mis un micro. Les autorités disposent d'un autre homme pour cette opération,
lui aussi lié à Ludwig Feinberg. Alexander Yasevich a grandi à Brighton Beach, à 2 pas de chez les 2 gangsters. Alex nous a dit « Je connais Gregory. Au camp d'été, il faisait partie des monos. » Par la suite, Alexander Yasevich a intégré les Marines, puis la DEA comme agent d'infiltration. On avait prévu une mise en scène. Alex Yasevich devait s'attabler au babouchka et passer commande. Puis Roy VI le reconnaîtrait et le présenterait à Tarzan. Et ça s'est passé exactement comme ça. Le courant est passé et à leur deuxième entrevue, Tarzan a commencé à fanfaronner. On enregistrait leurs conversations sur leurs activités criminelles et les Russes étaient très bavards, surtout quand ils buvaient. On avait beaucoup de matière, mais le problème c'était qu'ils parlaient en russe, mais aussi en ukrainien. Ils parlaient dans différents dialectes. On a mis un petit moment pour comprendre tout ce qui se disait sur les enregistrements. Yasevich se voit remettre un téléphone qu'il doit offrir à Tarzan, en lui expliquant qu'il peut s'en servir pour parler affaires en toute sécurité. Tarzan s'est mis à appeler des tas de gens. Il n'utilisait quasiment plus que ce téléphone-là. Il le prêtait à d'autres gangsters, au babouchka ou aux Porkies. Il téléphonait à New York, il téléphonait à l'étranger, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Il l'enregistre en train de parler de la transaction de sa vie. Notre agent n'en revenait pas. Il ne savait pas quoi faire, et nous non plus. Je ne remets pas en cause le fait qu'il ait parlé d'acheter un sous-marin. Mais allait-il vraiment le faire? Pouvait-il le faire? Y avait-il un marché pour ça? Ou est-ce que c'était de l'esbrouf? Ce sont 2 choses différentes. Le gouvernement américain ne tarde pas à avoir vent de l'affaire. L'OTAN, le ministère de la Défense, tout le monde était au courant. Il était temps de l'arrêter. Un des plus grands blockbusters des années 90 est un film à suspense traitant de la fuite d'un sous-marin soviétique, à la poursuite d'Octobre Rouge. Dans le monde réel, le suspense concernant le sous-marin soviétique de Ludwig Feinberg prend fin en 1997, lorsqu'il est arrêté après avoir déposé sa fille à la garderie. Dans la voiture, il m'a demandé à quoi tout ça rimait, et je lui ai répondu qu'il devait s'en douter. Il n'a rien avoué. Il ne collaborait pas, alors on l'a jeté en prison. Almeida s'est rendu 2 jours plus tard, et le reste des gens impliqués dans les opérations de Tarzan ont été arrêtés sur le champ. Ludwig Feinberg est inculpé de 30 chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs se livrant au trafic de cocaïne. Parmi les témoins, il y a son ami d'enfance ukrainien, Yossif Gregory Roycis, et le jeune agent infiltré de la DEA, Alexander Yasevich. On avait enregistré des tas de conversations. On avait des heures de bande, de vidéos, de surveillance. Ça parlait sans fin. L'armée russe qui vendait 6 hélicoptères et un sous-marin, c'était délirant. Quand on lui a exposé les accusations et les peines encourues, je m'attendais à ce qu'il se dise qu'il était temps pour lui de faire marche arrière et de coopérer. C'est sous-estimer la force de caractère et la résilience du truand. J'ai été l'un des premiers avocats de Ludwig Feinberg, alias Tarzan. Quand on s'est présenté au tribunal, la salle était bondée. Tous ces gens défilaient pour réfuter les accusations, expliquer ce qui s'était passé. Ils étaient là pour aider Tarzan. Il s'était entouré de ses employés, de ses danseuses, de ses serveuses, de ses videurs. On aurait cru un roi. Il agissait comme s'il était un roi et ses employés aussi. J'étais l'avocat en droit civil de M. Feinberg et de ses affaires. J'ai été surpris, et même plus, j'ai été abasourdi en découvrant les allégations qui étaient faites. Il n'a jamais fléchi. Il disait « ça passera, c'est de la merde, tout ça c'est exagéré ». Pendant 2 ans, il refuse de parler et prend 9 avocats différents.
Tarzan a dépensé des millions en avocats et en requêtes. Il est resté en prison et ses requêtes sont restées vaines. Il a été lâché par ses amis et ses associés. Il aurait pu prendre perpétuité, mais in extremis, il a coopéré. J'étais l'avocat principal de M. Feinberg, le 9e. Pour finir, on a évité le procès et on a négocié avec le gouvernement. Il plaide coupable pour le seul chef d'accusation relatif à la criminalité organisée et raconte tout, du proxénétisme au trafic de drogue et à la relation russo-colombienne en passant par l'affaire du sous-marin. Il a témoigné contre ses complices. Il se présente à la barre contre son ancien partenaire, l'homme qui s'est fait passer pour Pablo Escobar afin de lui sauver la vie, Juan Almeida. Almeida était un trafiquant de drogue. Il était en contact avec les cartels de Medellín et de Cali. Aux yeux du gouvernement américain, en raison de sa réussite dans la contrebande de cocaïne, c'est Almeida le gros poisson. Son associé devient le témoin clé. Il a témoigné, mais c'était un peu comme un combat truqué. Le gars livre un bon combat, mais pas pour gagner. C'est un peu ce que Tarzan a fait. Il s'est présenté, il a grosso modo dit la vérité telle qu'on la connaissait, mais quand les avocats de la défense l'ont interrogé, il a fait machine arrière. Il n'a pas vraiment été réglo avec nous. Almeida est condamné et Ludwig Feinberg est presque aussitôt expulsé en Israël. En échange de sa coopération, M. Feinberg a été relâché 30 jours après sa condamnation. Je craignais que le juge laisse Tarzan s'en tirer avec le temps déjà purgé, et c'est exactement ce qu'il a fait. L'accusation d'association de malfaiteurs ne reposait sur aucune saisie de cocaïne. Or, les peines fédérales sont fixées en fonction des quantités saisies. C'est ce qui détermine le nombre de mois et d'années dont écopera un accusé. Une fois que le juge a été convaincu de ce fait, l'accusé ne risquait plus de lourdes peines. Après seulement 30 mois passés en prison, Ludwig Feinberg est envoyé en Israël avec 1 500 $ en poche. Mais avant, il a rempli une déposition déclarant que tout son témoignage était un mensonge. Celui qui pensait qu'il n'était pas intelligent ou que c'était une petite frappe n'avait pas passé beaucoup de temps avec lui. Nous avons passé en revue les preuves pendant des heures et des heures, des mois durant. Et sa perception et sa compréhension du droit montraient qu'il était extrêmement intelligent. En 2011, 12 ans après son expulsion, Ludwig Feinberg se retrouve dans une prison du Panama pour avoir dirigé un réseau local de prostitution. De derrière les barreaux, il crée le buzz sur Internet. Dans ses vidéos, Monsieur Prisonnier, comme il se fait appeler, en appelle au gouvernement russe pour qu'il vienne à son secours. Je sais qu'il a été expulsé de quelques pays. Depuis son départ des États-Unis, il a été expulsé de presque tous les pays par lesquels il est passé. Aujourd'hui, il est de retour à la case départ. Il m'appelait de Russie. Tu sais, Brent, c'est vraiment dur ici. Je suis chauffeur de taxi et j'aimerais revenir aux États-Unis un jour. Mais c'était un mensonge, il n'était pas chauffeur de taxi. Et il n'est pas prêt de revenir en Amérique non plus. Il ne peut y remettre les pieds qu'avec une autorisation écrite du procureur général des États-Unis. Cette perspective semble aussi illusoire que son rêve de sous-marin rempli de cocaïne. Il s'était mis dans la tête qu'il devait faire l'objet d'un film. Il avait la folie des grandeurs et il adorait être sous les projecteurs. Pour un criminel, c'est une erreur fatale.